Merci de nous rejoindre sur Ici Beyrouth et bienvenue sur Ici Écho. Alors que le mandat de 6 ans du président libanais Michel Aoun a pris fin le 31 octobre, les 128 députés du Parlement qui ont constitutionnellement la charge d'élire son successeur ont été convoqués mercredi passé pour tenter à nouveau d'élire un chef de l'État. La 12e séance parlementaire électorale s'est terminée en véritable queue de poisson, avec un bulletin qui manque. Le président de la Chambre, Nabih Berri, lève la séance en dépit de vives protestations parlementaires. Le rideau est ainsi tombé peu avant midi sur la 12e session et 12e acte d'une mascarade parlementaire qui a atteint son apogée durant la séance. D'autre part, le vice-gouverneur de la Banque du Liban, Wassim Mansouri, se prépare à assumer les responsabilités du gouverneur de la Banque centrale, Riyad Salimi, dont le mandat arrive à terme fin juillet, sauf si Mansouri décide de démissionner. En l'absence d'un président de la République et alors que le gouvernement sortant mi-hâté est chargé d'expédier les affaires courantes, l'exécutif ne peut pas nommer de nouveaux gouverneurs à la tête de la BDL. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur les questions liées à la phase post-électorale, à l'impact social, économique et politique de la présence de réfugiés syriens au Liban, ainsi que la gouvernance et l'indépendance de la justice avec le député du Kesserouane et vice-président du parti Kataeb, Salim Saïr. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, M. Saïr. Merci beaucoup. On commence directement avec la session donc de ce mercredi. Le vote gris de 17 députés a largement contribué à assurer à la séance le même sort que les précédentes. Les résultats sont les suivants. Jihad Azrour, 59 voix. Samir Fanaji, 51 voix. Joseph Aoun, il a reçu une voix. Ziad Baroud, 6 voix. Et le Liban Nouveau, 8 voix. Bulletin invalide 1. Quels sont les scénarios attendus durant les sessions prochaines ? Tout d'abord, il y a une nouveauté dans cette élection, c'est qu'il y a 2 candidats, donc 2 concurrents, alors que précédemment, il n'y avait qu'un seul candidat, celui de l'opposition, M. René Maouad, ou Michel Maouad. Donc là, nous sommes devant une situation où nous avons 2 concurrents clairs, avec une répartition de voix claire, mais avec une réserve de voix plus importante pour le candidat Jihad Azrour, parce que le candidat Slimane Fanji a fait son trop-plein, alors que dans un deuxième tour qui n'a pas eu lieu, eh bien, nous espérions avoir un report de voix sur Jihad Azrour, ce qui l'aurait fait de lui le nouveau président. Mais 51 voix pour Slimane Fanji, c'est quelque chose. Oui, 51 voix pour Slimane. Vous avez été surpris pour ça? Nous attendions autour de 50. 49, 50, nous avons été surpris par une voix. Le scénario, le pire scénario pour nous, c'était qu'il ait, et nous l'avions mis, 52 voix. Hein. Donc 51 voix, ça reste toujours dans le domaine des scénarios possibles. 59 voix pour Jihad Azrour, nous espérions avoir, nos chiffres nous donnaient entre 57 et 62 voix. Vous avez été trahi? Il y a eu des votes qui n'ont pas, certains blocs ont été trahis. Dont le courant patriotique libre? Nous sommes en train de voir maintenant, d'analyser. On ne peut pas non plus accuser comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que le bloc du changement, des députés, des nouveaux députés, si vous voulez, qu'on appelle nouveaux députés, moi-même je suis nouveau député aussi, donc... Les députés du changement? Ceux-là se sont exprimés pour Jihad Azrour, ce qui n'était pas prévu dans nos chiffres initiaux. Et donc, je crois que là, c'est pour cette raison où certains schémas nous donnaient 65, moins plus, n'est-ce pas? Donc, la défection s'est faite ailleurs, dans l'un des blocs. Nous croyons que le bloc de Jumblat
le bloc du Parti socialiste est un bloc soudé, uni et aucune défection. Nous cherchons quelques défections dans les autres blocs. Certainement, il fallait passer par la politique pour passer au dossier économique, parce que sans politique, on peut pas avoir de l'économie, et certainement au Liban. C'est primordial aujourd'hui d'avoir un président, c'est primordial d'avoir un gouvernement pour commencer les réformes. Mais vous dites toujours que le président idéal est un président qui exige un désarmement du Hezbollah. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous soutenez Jihad Azrour? Mais M. Azrour n'est pas capable de faire ça. Aucun président de la République, même si Saint-Maron et Saint-Charbel arrivent pour devenir président de la République, ne peuvent imposer au Hezbollah de désarmer. Parce que c'est une décision internationale et une solution internationale. Parce que ces armes qui sont au Liban sont détenues par des Libanais, mais qui ne sont pas la propriété de Libanais. Ce sont des armes qui sont la propriété de l'Iran et ils agissent selon l'agenda de l'Iran. Donc nous espérions bien, et nous espérons toujours, que l'accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran puisse assainir de plus en plus la situation et amener le Hezbollah à faire le compromis historique tant attendu. Il a commencé par montrer que ce sont des gens du compromis quand il a accepté l'accord de démarcation de frontières maritimes, ou tout le moins du partage du gaz et du pétrole dans le bloc 9. Et donc cela montre quand même que malgré l'avis de l'armée libanaise qui était contre cette démarcation, eh bien, le Liban a accepté de céder, de rétrocéder ou de céder à Israël une partie du territoire ou de la zone économique exclusive qui lui était légalement dévolue. Donc, mais à ce moment-là, quelle est la différence entre un tel candidat et un autre si tout le monde va dire que finalement, nous l'avons dit, c'est une solution internationale et finalement, donc il n'y a plus de différence. Donc quelle est sa différence? Voilà. La différence, c'est avant tout la confiance. Il faudrait qu'un président inspire la confiance à tous les Libanais. Ce qui a un impact ici au niveau économique aussi. Donc. Et ce qui a un impact. Ce qui est nécessaire pour toute relance. Le mot-clé de l'économie, comme vous le savez mieux que quiconque, c'est la confiance. Il faudrait qu'un président puisse dire la vérité à tout le monde et qu'il puisse dire à Hezbollah qu'en attendant la solution de vos armes dans le cadre d'une stratégie de défense qui sera garantie internationalement, il faudrait complètement mettre les armes de Hezbollah dans les dépôts, et dans les dépôts physiques et dans les dépôts mentaux. Il ne faudrait pas donc que ces armes, à chaque fois qu'il y a une position politique et le Hezbollah puisse sortir et menacer qu'il a 100 000 soldats et qui finalement il veut transformer ou liquidifier, si j'ose dire, cet excédent de puissance en monnaie politique. C'est ça qu'un président doit faire et dire aux autres Libanais que je ne céderai jamais aux pressions faites par le Hezbollah, parce que je voudrais que tout le monde soit traité à pied d'égalité au Liban. C'est de ce monsieur-là. Je voudrais qu'un président vienne dire que l'enquête sur le port de Beyrouth et l'explosion du port de Beyrouth sera menée à bon escient. Et même si le Hezbollah a mis des dépôts d'armes là-bas ou des explosifs, d'accord, soit, mais sans doute ce n'est pas le Hezbollah qui a voulu exploser Beyrouth. Il aurait une responsabilité morale, politique, indirecte, mais finalement, il faut qu'un président puisse venir parler aux Libanais et que tout le monde sache que ce n'est pas un corrompu, que ce n'est pas quelqu'un qui protège les malfaiteurs, et c'est quelqu'un qui a une histoire ou une historique personnelle qui n'est pas mouillé dans la corruption, comme c'est le cas de quelques candidats qui pourraient pointer à l'avenir. Vous rendez aussi le Hezbollah responsable du blocage du système politique économique au Liban. Pourquoi? Vous l'avez vous-même dit,
il y a une corrélation intime entre le politique et l'économique au Liban. Nous commençons par le poids que l'économie libanaise a pu porter, notamment depuis 2011 ou 2012, lorsque nous avons commencé à avoir un déficit de balance des paiements à cause de la fuite des capitaux qui ont eu lieu du Liban. Parce que le Liban a été mis sous la tutelle de Hezbollah, quand le gouvernement Saad Hariri a été renversé par le Hezbollah, et vous avez maintenant un nouveau gouvernement contrôlé par le Hezbollah, et donc avec l'avènement de la crise syrienne, n'est-ce pas, et cette unification des places entre la Syrie et le Liban, le Hezbollah s'étant déployé massivement en Syrie et voulant ainsi protéger le régime, eh bien les frontières se sont effondrées. Et plus que jamais, il y a eu deux choses. La première chose, la fuite des capitaux, donc déficit de balance de paiement. Et deuxième chose, c'est que l'économie libanaise qui a continué à subventionner certaines importations, y compris le médicament, y compris le pétrole, etc., est subventionné. Et ce prix subventionné, et avec la rareté du dollar en Syrie, eh bien, tout cela était envoyé en Syrie. Imaginez que le Liban a porté le poids du Liban et de la Syrie en même temps. Tout cela à cause de l'absence de contrôle des frontières. Donc vous voulez dire aussi que le Hezbollah est un responsable principal de la crise économique. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Il n'est pas mais il est un des responsables, n'est-ce pas? Un des responsables. Vous savez, quand on contrôle les points névralgiques du système, on contrôle tout. Puis après, donc, dans le détail, ici avec l'évasion fiscale, avec la contrebande, avec les frontières, avec le secteur public et tout ce qui se passe avec le secteur public. Donc, il en est responsable. Et surtout quand l'électricité, l'énergie, l'électricité, il y a des zones interdites à la compagnie d'électricité du Liban d'aller faire la collecte des factures à la fin du mois. Et tout cela est protégé par le Hezbollah. Et c'est le principal déficit de l'économie libanaise, plus de 2 milliards, plus ou moins, de déficit. Donc, M. Saïd, vous me dites ici que donc, on aura toujours des obstacles qui vont entraver la mise en place des réformes au Liban. Donc, comment faire? Oui, ce qui était vrai jusqu'à il y a 2-3 ans, après le 17 octobre et l'ébranlement total, l'embrasement, je dirais, total, économique, social et politique, n'est-ce pas, on ne peut plus reprendre la même chose. On ne peut plus dire, voilà, on va faire un Paris 2, un Paris 3, un Paris 4, Cèdre. On ne va pas faire des solutions temporaires. Tout cela était bon parce que ça alimentait un peu les caisses libanaises, si j'ose dire, et ça permettait, ça devrait permettre à relancer certaines réformes. C'était une option, mais avec une croissance économique qui allait de 4 parfois jusqu'à 10%, et donc le Liban pouvait absorber la malgestion, la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance politique au Liban, parce qu'il pouvait tenir sur le plan tout aussi bien monétaire qu'économique. Maintenant, la situation est complètement différente. Les réformes sont obligatoires, ce n'est plus une option. Est-ce que les responsables sont convaincus ou bien ils sont obligés? Ils sont obligés. Parce qu'on reprend les mêmes et on recommence, parce que vous avez les mêmes. Vous avez les mêmes figures, les mêmes qui prennent les décisions, qui sont les responsables, qui sont les décisions. Vous avez vu hier au Parlement ce qui s'est passé. On a demandé le comptage des voix, parce qu'il y a eu une voix manquante. Et donc, le président de la Chambre a jugé que une voix, ça ne va pas changer le résultat. Eh bien, il a décidé de passer outre, contrairement à la demande des députés qui ont levé la voix. Et j'étais présent à la tribune et j'ai demandé. Et donc, il n'avait que faire. Donc, c'est la même pratique. Vous êtes avec le système de sanctions internationales, de sanctions américaines, européennes, sur des responsables libanais qui entravent la mise en place de réformes ou bien qui interdisent aujourd'hui d'élire un nouveau président?
Vous savez, cette politique des Cet sanctions... outil qui est utilisé par la communauté internationale, est-ce qu'elle est efficace? Cet outil n'a pas montré jusqu'aujourd'hui son efficacité parce qu'il était utilisé à dose homéopathique, alors qu'il nous faudrait véritablement des sanctions fortes, sérieuses, en montrant le bâton politique, n'est-ce pas? Pas simplement la sanction économique. Historiquement, nulle part les sanctions n'ont amené à une modification du comportement politique, ni au Cuba, ni avec l'Iran, ni avec l'Irak de Saddam Hussein, nulle part, ni avec la Corée du Nord, nulle part les sanctions, ni pas avec l'Afrique du Sud du temps de Leclerc et avant de l'apartheid, nulle part. Avec le Liban, on montre que au lieu d'aller vers les réformes et un changement de comportement politique, on est allé sur un système à la vénézuélienne où l'on a une économie, du cash économie maintenant. On mais passe ce qui est en outre faveur aussi de certains partis politiques aujourd'hui. Mais c'est en faveur de ceux qui font une mainmise politique et militaire sur le Liban, en faveur du Hezbollah. C'est-à-dire au lieu d'obtenir un changement de comportement de la part de Hezbollah, n'est-ce pas, qui était sanctionné du système bancaire et ainsi mis à l'écart, il a été, n'est-ce pas, maintenant, avec l'aide des Russes qui sont présents en Syrie et donc qui aident à la contrebande aussi, des milliards, 2 à 3 milliards par an sont les bienfaits ou le retour de la contrebande. Il y a la cash économie maintenant. Et alors on risque quoi aujourd'hui avec cette cash économie, avec... On a vu le dernier rapport de la Banque mondiale en ce qui concerne ce qu'on appelle aujourd'hui cash économie et les 10 milliards de dollars qui existent entre les mains du peuple libanais, qui ne passent pas par les banques, qui ne passent pas par le système financier régularisé. Il faudrait faire une restructuration des banques rapidement, le regroupement des banques, et faire en sorte que ce régime sauvage qui est appliqué au Liban devrait être ramené au système bancaire, pas seulement pour contrôler les transactions, mais parce que ça peut aider aussi à relancer l'économie, l'économie du secteur privé, l'économie individuelle, des ménages. Sans crédit aujourd'hui, sans système bancaire, on ne peut pas avoir une relance. Voilà, donc il faudrait que la banque revienne comme étant une pierre angulaire de notre système monétaire, qui aura des effets sur l'économie, proprement dit, et sur le social aussi. Partant d'ici, en cas d'élection d'un nouveau président, donc la phase post-électorale, on s'attend à la reprise des négociations avec le Fonds monétaire international. Vous êtes aussi convaincu que le passage par le Fonds monétaire est inévitable aujourd'hui, après 3 ans ou bien prochainement 4 ans au grand effondrement? Et pourquoi et à quel coût? Le Fonds monétaire international est beaucoup plus qu'une caisse de 3 milliards de dollars à donner aux Libanais. Ce n'est pas l'argent qui compte ici. Ce n'est pas l'argent, c'est les mesures de confiance. C'est la conditionnalité des réformes et c'est la confiance auprès des autres donateurs et des autres partenaires du Liban qui peuvent ramener des dizaines de milliards, soit directement en guise de dépôt, soit en guise d'investissement direct étranger. S'il n'y a pas d'IDE au Liban, ni la relance de l'économie n'est possible, ni le retour des dépôts des immigrés libanais, vous voyez, sera possible. Donc, si vous voulez, le FMI est un cachet ou un label de garantie du système qui pourrait évoluer de façon ou d'une autre. Nous autres, et beaucoup de Libanais, pensent, comme le FMI, que finalement, s'il n'y a pas un rétrécissement du secteur public, une réforme réelle du secteur énergétique, une restructuration de la banque, il n'y aura pas de retour de sitôt des dépôts, s'il y a retour des dépôts des Libanais, et il n'y aura pas finalement une stabilité politique de ce pays. Donc le FMI nous donne aux Libanais, n'est-ce pas, une certaine vision que les étudiants, je crois, d'économie de première année peuvent
comprendre que pour qu'il y ait une stabilité socio-économique et politique, il y a certains principes à appliquer. Donc ce qui se fait au Liban, c'est du traficage aujourd'hui, avec déjà un budget qui ne comprend pas ou ne connaît pas quel est le taux de change, par exemple. À quel taux de change les chiffres devant nous ont été calculés? Sur quelle base nous allons... Et c'est une mission à donner, je crois, au nouveau gouverneur de la Banque du Liban. C'est avant tout donner une vision de la politique monétaire qu'il faudrait. Est-ce qu'on va aller vers la dollarisation complète? Est-ce qu'on va faire du hard peg, du soft peg? On doit avoir devant nous un budget aussi clair, aussi, pas un budget à base comptable seulement, donc avec une vision. Oui, avec un budget avec une vision économique et budgétaire, mais aussi c'est très important de savoir quelles sont les bases de calcul. Parce que ni les banques ne peuvent vous donner aujourd'hui quels sont leurs capitaux réels, ni on ne sait pas sur... avec toutes les circulaires qui donnent des taux variables, on ne sait pas comment calculer aujourd'hui. Comment évaluez-vous la performance du gouvernement Miati et aussi de M. Saad Echemi durant les négociations avec le Fonds monétaire international? Et nous avons entre nos mains aujourd'hui le plan de relance, un plan de redressement qui a été mis par ce gouvernement, qui remet à zéro tout pour commencer à nouveau. Nous avons souffert au Parlement de l'absence de chiffres parce que les données évoluaient tout le temps. Et donc, finalement, on est un peu dans un raisonnement circulaire. On revient toujours à la case départ. On fait des démonstrations, on dit qu'il y a... Mais vous êtes convaincu qu'il faut reprendre à zéro tout, même avec les banques, même avec les déposants, même avec... Moi, je crois que à terme, il faut reprendre tout à zéro. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'un malade aux soins intensifs qu'il faudrait mettre sous perfusion immédiate et stabiliser avant de savoir s'il faut opérer, s'il faut traiter, s'il faut laisser sans traitement, sans opération. Il faut savoir. Aujourd'hui, sur le problème et sur le court terme, dans la phase transitoire, que faire? Je crois que sur le moyen et le plus long terme, il y a une évidence qui, avec des choix clairs, n'est-ce pas, que tout gouvernement devrait faire. Et nous avons dit les grands titres, notamment... Comment évaluez-vous la performance du gouvernement Miati? Nous avons déjà, performance, c'est un mot très grand. Et gouvernement Gérance aussi. de crise. J'ai un avis mitigé sur cela, parce que je crois que c'est un gouvernement amputé, qui n'est pas complet. Comment voulez-vous que juger quelqu'un qui est dans... Enfin, il essaye peut-être de son mieux de sortir de cette situation. Franchement, je n'ai pas les données. On a un avis mitigé. L'économie, les gens dépensent au Liban. Vous avez vous-même dit 10 milliards qui circulent. La taille de notre économie... normalement, l'argent qui circulait était un peu le double de cela avant la crise, un peu moins que le double de ça. Maintenant, les gens vivent. Bon, il y a deux Libans. Il y a le Liban de fresh dollar et l'autre qui n'a pas le L'ancien et le nouveau. Oui. Il y a l'ancien dollar et le nouveau dollar. L'ancien, oui. Et puis l'argent circule. Oui. Et les gens ne meurent pas dans la rue. C'est vrai qu'ils meurent devant la porte des hôpitaux. Donc, mais comment expliquer ça du niveau peut-être, ou bien d'un niveau sociologique, ou bien vous travaillez la politique, ça fait des années, et même aussi sur les dossiers économiques et sociaux. Comment expliquer ce Liban? C'est l'adaptation? Ce Liban, c'est deux poumons déjà. Il y a le poumon interne, il y a le poumon externe, la diaspora. Donc, selon les chiffres, on dit qu'il y a entre 6 et 7 milliards de dollars, j'en sais rien, on n'a pas les données. Mais vraisemblablement, il y a du transfert autant que ça de l'étranger vers le Liban. Donc, il y a du dollar qui rentre. Puis, vous avez la contrebande, les bienfaits de la contrebande, les contrebandiers contrôlés essentiellement par le Hezbollah, qui injectent de dollars dans le système libanais, soit en termes de salaire, soit en termes de blanchiment de cet argent dans les sociétés ou dans l'immobilier ou toute autre chose. Vous voyez. Donc ça ramène le chiffre à 10 milliards plus ou moins.
tout cela, plus ou moins. Donc, comme si le Liban circulait comme l'argent, sans gouvernement finalement. Parce que le gouvernement ne contrôle plus rien du tout. Et cette adaptation des citoyens? Il y a une faible, il y a une ligne très faible, très ténue, entre la résilience et la résignation. N'est-ce pas? La résilience, c'est notre capacité à s'adapter en faisant front et en s'opposant, en résistant. Et la résignation, c'est un certain laisser-faire, une certaine soumission. On ne peut rien faire, Inch'Allah, on est où aujourd'hui, etc. On est entre les deux? Je crois que nous sommes plus dans la résignation, malheureusement. On ne va plus louer la résilience libanaise. On est dans la résignation. Il y a une élite, il y a les gens qui sont capables, et ce qui reste encore de la classe moyenne libanaise. N'oublions pas que la démocratie ne peut fleurir, ne peut avoir de beaux jours qu'en reconstituant une classe moyenne qui va engranger plus que 60-70% de la population. Aujourd'hui, nous sommes à 3/4 de la population sous le seuil de pauvreté. Et les chiffres, ce n'est pas nos chiffres, ce sont les études politiques, les études comparatives qui le disent. Quand il y a un rétrécissement de la classe moyenne, il y a un rétrécissement de la démocratie. Qui dit démocratie dit esprit libre, dit esprit critique, dit la volonté de s'opposer, de donner des alternatives. Or, au Liban, aujourd'hui, cette volonté-là se trouve affaiblie. Monsieur Sayer, est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de payer la facture de ce qu'on, entre guillemets, de ce qu'on appelle la démocratie consensuelle? Écoutez, la démocratie consensuelle est une usurpation de la démocratie voulue dans la constitution libanaise. La constitution libanaise ne dit pas de démocratie consensuelle. Il dit ce que les Nations Unies disent, ce que les valeurs démocratiques universelles disent. C'est qu'on essaye de trouver un consensus tant que nous pouvons le faire, sinon on va au vote majoritaire. C'est les règles constitutionnelles qui précisent le fonctionnement du gouvernement libanais. Du gouvernement. Mais après, transposer cette règle pour confondre le consensualisme ou le consensus avec ce que nous appelons au Liban la volonté de vivre ensemble, ou ce que nous appelons la mithaqiyya, en disant qu'à chaque fois qu'il y a une composante religieuse communautaire qui n'est pas d'accord, et bien tout le système est bloqué, rien n'a dit que ça devrait être le cas. On dit dans la constitution libanaise, dans l'introduction ou le préambule de la constitution, il est dit qu'aucun pouvoir ne peut se former contre la vie ou bien contre le modus de vivre ensemble, al-mithaqiyya si vous voulez. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est que aucun pouvoir ne peut se constituer sans les chrétiens et les musulmans. Mais il n'est pas dit sans les Grecs orthodoxes, il n'est pas dit sans les Arméniens, il n'est pas dit sans les chiites. Il y a deux grandes familles au Liban, les musulmans et les chrétiens. Mais maintenant, les chiites veulent nous mener plus vers une troisième composante qui est les chiites autres que les sunnites. Cela veut dire qu'on est en train d'ouvrir encore le système vers autre chose et nous pouvons rentrer ainsi dans la surenchère et dire, au lieu d'avoir un consensus entre 3 composantes, faisons-le entre 6 composantes, les 6 familles communautaires qui ont fondé le Liban. Et d'autres vont encore, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que nous pensons. La démocratie consensuelle a rendu la démocratie au Liban amputée de cette volonté, de ces prémices réelles d'une démocratie, c'est d'avoir la vie et la vie contraire. Il n'y a plus de critique possible dans notre système. Et donc il faut rétablir cela. Et politiquement, c'est à travers une pluralité politique. Il faut que les chiites, que les 2 grands partis chiites armés cessent d'utiliser leurs armes pour intimider
la montée d'autres composantes dans la communauté chiite. Il faut qu'il y ait une pluralité sunnite, on la voit. Il y a déjà une pluralité chrétienne. Et à ce moment-là, on finira avec... Passons à d'autres dossiers. Est-ce que vous considérez qu'une bonne décentralisation administrative et financière peut permettre de passer à une bonne gouvernance, à une bonne relance, à une bonne gestion des services publics? Je vais vous donner un avis qui peut vous surprendre. Pour bien réussir une décentralisation, il faut déjà organiser la centralisation. Parce que les sujets qui diffèrent au Liban, c'est ça le fond de l'affaire, c'est les affaires étrangères, c'est la politique de défense, c'est l'avis sur la neutralité du Liban. Ce sont les grands sujets qui opposent les Libanais et qui opposent beaucoup de Libanais en réalité. Donc, à vouloir faire la politique de l'autruche et dénier l'existence de ces problèmes, et en transformant tout le débat politique, existentiel parfois, sur le Liban, en le transformant en un débat simplement sur la gouvernance, sera de ne pas traiter les causes réelles de notre discorde nationale. Pour cette raison, il faudrait qu'il y ait une entente nationale déjà, au plan central. Que faire? Et ensuite, comment faire la décentralisation s'il n'y a pas cette entente au niveau central? Parce qu'il faut voter au Parlement, finalement. Il faut qu'un gouvernement acte tout cela. Ceci étant dit, bien sûr, dans une étape ultérieure, mais qui devrait être rapide, ce n'est pas des années, c'est des mois. Il faut que le nouveau président puisse mettre ceci comme étant une priorité absolue, n'est-ce pas? Eh bien, une bonne décentralisation va amener une meilleure transparence, une meilleure gestion des deniers publics. Si la décentralisation ne fonctionne pas, vous appuyez les personnes qui aujourd'hui disent que passons à un système fédéral est une solution. Oui, vous savez, le système fédéral, et nous avons... Est-ce qu'il faut toujours avoir peur de mettre ça sur table et dire que voilà, on peut aujourd'hui mettre en question ce système, on peut aujourd'hui le prendre en considération? Je considère qu'il ne devrait pas avoir aucun tabou pour discuter de la façon de gouverner ce pays et gouverner la pluralité dans ce pays. Aucun tabou, y compris le fédéralisme. Ceci étant dit, il faut avoir une vision claire de ce qu'on veut. Déjà qu'on n'a pas une vision claire sur la décentralisation, ni sur la centralisation. Ce que je ne veux pas, c'est que le fédéralisme aussi soit une transposition des problèmes d'une partie à l'autre. Parce que le fédéralisme peut sembler être une solution magique, simple, qui repose tranquille les gens, n'est-ce pas? Mais moi, je crois, et c'est pour cette raison que je vais aller au-delà du fédéralisme. Moi, je crois que nous devrions refuser catégoriquement que le Hezbollah contrôle l'appareil central du pays. S'il va continuer à le faire, de toutes les façons, nous devrions faire une politique de développement local, régional, quel que soit l'avis du gouvernement, même en faisant la fronde contre le gouvernement central, parce qu'il n'est plus possible de vivre dans un Liban dont l'aéroport et les accès principaux du pays sont contrôlés par une milice armée, et avec ses ramifications dans l'État. Moi, je ne veux pas aller à l'aéroport en regardant des photos des chefs de Hezbollah sur l'aéroport et sur la voie de l'aéroport. Je veux que nos artistes, je veux que nos inventeurs, que nos scientifiques... Mais ici, ça c'est un problème, mais ça c'est structurel, ça c'est idéologique, ça c'est donc il faut avouer et dire que non, on ne peut plus vivre comme ça, ou bien non, on ne peut plus vivre ensemble. C'est qu'on fasse un référendum national. Moi, je refuse que ce que nous appelons dans notre terminologie libanaise el-Suna'i, c'est-à-dire ce duo Hezbollah-Amal, soient eux, seuls, les porte-paroles de la communauté chiite. Mais ils représentent la majorité. Non, attendez. Moi, je peux vous dire, je peux prendre l'exemple de la ville de Tyr.
où il y a une vie nocturne aussi vibrante que nous voyons dans les régions chrétiennes. Je peux vous donner l'exemple de la ville de Khiam. Quand ils ont voulu interdire, Khiam, c'est une ville chiite, chrétienne-chiite, mais il n'y a plus de chrétiens là-bas. Eh bien, il y a des églises fermées. Eh bien, les femmes de Khiam ont refusé d'aller courir le marathon autrement que par les tenues sportives que tous les coureurs utilisent de par le monde. Ils ont voulu leur imposer. Vous voulez dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une opposition culturelle au sein de la communauté chiite qui refuse cette idéologisation et cette Vous ne pensez pas que c'est une minorité? Qu'on fasse un référendum, qu'on voit ce... Il y a, à mon avis, regardez les chiffres et les pourcentages des élections. Combien de députés chiites ont été élus par combien de Mais dire référendum pour vous, chrétiens, aujourd'hui, comme considérés comme minorité au Liban, ça ne vous fait pas peur? Cela veut dire que les chrétiens, avec leurs valeurs de liberté, de souveraineté, surtout après le 14 mars, ont pu transformer leurs propres valeurs en le faisant adopter par tous les autres Libanais libres. Parce que vous savez, la liberté n'a pas de religion et la modernité n'a pas de religion. Tout le monde a envie de dire... Pourquoi? Vous savez que 70% des gens qui viennent passer leur soirée dans les régions chrétiennes du Liban, ce sont des musulmans. C'est-à-dire qu'ils aspirent à autre chose. Pourquoi? Et vous savez que la plupart de ces musulmans sont des chiites. Pourquoi ils n'iront pas faire leur vie moderne dans les régions contrôlées par le Hezbollah? N'est-ce pas? Il faut donner une chance à cela. Mais en ce faisant, je refuserai qu'il y ait une sorte d'infiltration et de mainmise de régions qui sont libres, libres de toute tutelle. Quand je dis libre, c'est au sens culturel et au sens politique, bien sûr. En ce qui concerne le dossier des réfugiés syriens, il faut commencer d'où? Aujourd'hui, on s'attend à une explosion sociale, une explosion au niveau sécurité, au niveau politique. Je vous remercie pour cette question, Maurice. Je vous remercie. Je suis membre du comité parlementaire qui traite de cette question. Et nous avons, il y a encore 2-3 jours, sorti des recommandations. Je me demande pourquoi elles ne sont pas encore publiées. Vous êtes en train aussi je pense que vous êtes au courant de ce qui se passe à Bruxelles, oui. En ce qui concerne le forum, où le Liban aussi est un main player. Le 15, donc hier. C'était hier, depuis 2 jours. Oui. Tout d'abord, il faut que les amis du Liban se démènent. Quand on dit je veux dire on dit quoi? Qui? Je veux dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Il faudrait que les amis du Liban, qui ont fait des déclarations avec la Syrie au sein de la Ligue des États arabes, et qui ont demandé à ce que le gouvernement syrien œuvre pour le retour de ses propres citoyens, et rien n'est fait. Il n'y a que des déclarations et des vœux pieux. Monsieur Saïr, vous êtes convaincu que M. Bachar al-Assad veut le retour des Syriens, des réfugiés Alors syriens? comment vont-ils donner des cadeaux politiques à M. Assad en le renflouant sur la scène internationale? Et comment vont-ils contribuer à la reconstruction de la Syrie alors que la moitié du peuple syrien est en dehors de la Syrie? Comment vont-ils le faire? Mais cette moitié anti-régime? Eh bien, ils ont demandé à Bachar Assad d'être là et de présider et de veiller au processus politique sous tutelle internationale. Mais c'est avec les Syriens qui ont voté pour Bachar al-Assad à l'ambassade syrienne au Liban et qui sont considérés aujourd'hui comme déplacés, réfugiés. Oui, en tout cas, vous savez, nous avons les chiffres. Donnez-nous des chiffres. Nous avons les chiffres la présence syrienne au Liban. Les chiffres des Nations Unies estiment à 1 700 000. Le chiffre officiel, c'est 1 200 000. Chiffre qu'on a des sources des Nations Unies, 1,7 million. Les chiffres libanais
c'est 2 millions. Donc comment cette solution aujourd'hui? C'est une solution au niveau international ou bien au niveau du gouvernement? Il faut commencer où? Le gouvernement libanais doit commencer par appliquer la loi libanaise. Qui dit que? Qui dit que tout d'abord contrôler le travail des Syriens ici, n'est-ce pas, avec vigueur. Deuxièmement, faire en sorte avec les Nations Unies que tous les détenus syriens, ils sont à peu près 40% des détenus dans les prisons libanaises, doivent sortir du Liban. Troisièmement, que le coût du contrôle déjà et du maintien des Syriens au Liban est exorbitant. Le Liban ne peut plus supporter la communauté internationale aujourd'hui vient en soutien pour les Syriens eux-mêmes et non pas pour l'État libanais. La communauté internationale a peur que les Syriens partent du Liban et ne débarquent sur... Vous rendez responsable la communauté internationale aujourd'hui? Il y a trois grands responsables. Tout d'abord, le gouvernement syrien lui-même, qui ne veut pas le retour des Syriens. Et le dialogue avec le gouvernement syrien n'a aucune utilité parce que tous les ministres vont en Syrie et ils ne font rien. Nous avions un régime au Liban pro-syrien avec M. Aoun et sa coalition, il n'a pu rien faire, ni les Hezbollah, ni personne. M. Ibrahim, le général Abbas Ibrahim, a essayé de tout faire. Il n'y a eu qu'un retour très... Donc vous voulez me dire qu'il y a des partis politiques libanais qui sont aussi contre le retour de ces réfugiés? Non, 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 ils veulent le retour, tous. Il y a une unanimité nationale aujourd'hui. Non, non, il n'y a plus de mais maintenant. C'est qu'ils sont tous... Ils ont vu que dans toutes les régions du Liban, toutes les régions, même les sunnites les plus vigoureux qui peuvent être solidaires au nom de la religion, etc., ne veulent plus cette présence qui pèse très lourd. Donc le premier responsable du gouvernement syrien, le deuxième responsable est la communauté internationale, et y compris la communauté arabe, qui ne fait rien pour que la Syrie rentre, les Syriens rentrent, et en troisième lieu, le gouvernement libanais qui maintenant n'applique pas les mesures qu'il faut appliquer en laissant aux municipalités le soin de gérer sans moyens. Alors il faut aussi que le gouvernement libanais prenne les décisions qui s'imposent. On s'attend à quoi en matière syrienne? Moi, je m'attends à une instabilité. Même au niveau sécurité? Même au niveau de sécurité. Parce que beaucoup de Syriens sont armés et ils ont montré leurs armes. Et ils peuvent être ouverts à toute manipulation. Et je m'attends à ce qu'il y ait des affrontements armés qui commencent au niveau local et qui peuvent devenir beaucoup plus graves. Savez-vous qu'il y a des localités dans la Bekaa où l'armée libanaise ne peut pas entrer, où les forces de sécurité libanaises ne peuvent plus entrer. Ma dernière question, en ce qui concerne quel Liban, pensez-vous aujourd'hui que nous avons besoin de remettre en question le système libanais? Ou bien est-ce qu'on a besoin d'un nouveau pacte au niveau citoyen-citoyen? Ou passer à un nouveau Taïf? Ou bien un accord de Doha? Il faut commencer tout d'abord par le pacte national et pacte social. Citoyen-citoyen. Citoyen-citoyen, c'est ce que j'ai fait déjà. Quand j'étais ministre des Affaires étrangères, nous avons fait un pacte social avec la société civile. Je parle de 2010. Et il a été pris comme modèle dans certains pays arabes le lendemain du printemps arabe à l'époque. J'étais invité dans certaines capitales pour parler de ce pacte, invité d'honneur, parce qu'ils ont considéré que les Libanais ont fait un pacte citoyen-citoyen. Donc, s'il vous plaît, il faut lire ce qui a été publié, ce qui a été fait, pas par un acte gouvernemental ou partisan, c'est avec plus de 200 représentants de la société civile sur 6 mois, plus ou moins. Et ça a été publié, il y avait une grande messe, j'oserais dire. Mais remettre en question tout le système? Non, non, le pacte national, il faut déjà assurer la volonté de vivre ensemble sur les bases d'égalité, de fraternité, de solidarité, sur une base de la volonté des communautés de vivre ensemble. En troisième lieu, aucune réforme du régime politique n'aura lieu et ne peut avoir lieu si déjà les parties prenantes ne sont réunies autour d'une table à pied d'égalité. C'est-à-dire s'il y a quand dire réforme politique, dire voilà, réforme économique.
L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre parce que la dignité du Libanais, c'est son travail. C'est le fruit de son travail. C'est la confiance. C'est ses dépôts à la banque. Il y en a fait. qui ont travaillé toute leur vie, qui ont eu des familles de génération en Mais génération. vous voulez me dire que la solution, c'est politique ici. Donc, c'est politique, mais au sens large du terme, car comment ici séparer l'économie de la politique? Quand je dis que l'économie, c'est aussi le fruit de votre travail. Votre travail, c'est votre dignité, c'est votre autonomie humaine. Remettre en question le système libanais, tout le système, vous fait peur en tant que chrétien? Non, en tant que chrétien, je vous dire, rien ne me fait peur. Parce que les chrétiens au Liban étaient organisés en tant que peuple avant l'émergence de l'émirat du Liban. Ils ont trouvé dans la structure de l'État qu'était l'émirat un espace vital dans lequel ils ont pu exceller dans tous les domaines de la vie. Et puis ensuite, lors de l'émergence du Grand Liban, les Libanais aussi, les chrétiens du Liban, ont pu finalement transformer ce Grand Liban en un espace vital réellement économique, politique, social. Je crois que le déséquilibre ensuite, non démographique simplement, mais le déséquilibre au niveau de la souveraineté de l'État a pesé lourd sur les choix des Libanais. Mais ce qui est souverain pour vous n'est pas pour les autres, et ce qui est souverain pour les autres n'est pas pour vous. Non, Donc il y a aussi ici une certaine divergence au niveau de la définition de souveraineté au Liban. Oui, vous savez, un gouvernement, un État a des attributs clairs. Vous voyez, la souveraineté veut dire une armée, veut dire la tutelle du gouvernement sur l'ensemble de son territoire au nom du peuple. C'est la souveraineté nationale, qui dit nationale dit nation, dit peuple. Et donc, si on n'y a pas d'entente sur cela, aucune réforme ne peut se faire. Donc, moi, je n'ai pas peur des chrétiens, des autres, en tant que chrétien. Moi, j'ai peur pour les chrétiens des autres chrétiens. C'est-à-dire, j'ai peur que les chrétiens qui ont un rôle primordial au Liban, parce qu'ils sont dépositaires de beaucoup de choses au Liban, ils ont un rôle de pouvoir faire, eux, une proposition nationale qui sied à tout le monde. Ils ont un rôle pivotal. Il ne faut pas qu'ils soient rétrécis sur soi et dire finalement les autres vont venir nous envahir. Ils ne doivent pas rentrer dans la logique de ghettoisation et de sanctuarisation et aller simplement se réfugier dans la grotte. Oui. Il faut sortir de cette isolation. Monsieur Salim Saïr, vous êtes député du Kesselouan et vice-président du parti Kataeb. Je vous remercie. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci. Merci pour l'invitation. Et voilà, mes chers téléspectateurs, on arrive à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir cette émission et toutes nos émissions sur nos réseaux sociaux. Au revoir.